Bonjour à tous. Donc, je vais vous faire cette première présentation donc, de la session fabrication additive là, dans le cadre des technologies du futur. Donc, le CETIM s'est engagé sur la fabrication additive depuis maintenant une quinzaine d'années, un peu sur tous les matériaux et différentes technologies. Donc là, ce que je vais vous présenter, c'est un petit peu ce qu'on fait au niveau de la direction de la recherche du CETIM. C'est un état des lieux des technologies qui sont utilisées par les mécaniciens ou qui peuvent l'être. Donc, sur cette première présentation, je vais vous rappeler en gros les grandes technologies de fabrication additive qui existent et qui sont donc disponibles pour les industriels, sachant que ces technologies sont extrêmement variées. Vous voyez dans le chapeau de cette diapositive, on énumère les différents procédés de fabrication additive qui existent, à la fois pour les matières plastiques, les polymères, mais aussi pour le métal. Elles sont très diverses et le CETIM a commencé à en tester un certain nombre. Alors nous travaillons essentiellement au bénéfice de l'industrie mécanique. Actuellement, plutôt initialement, la fabrication additive ou l'impression 3D, puisque c'était l'appellation de l'époque, était destinée à faire des prototypes. Donc, il y a eu depuis l'apparition de la fabrication additive, donc ça date quand même des années 80, donc c'est pas tout récent. Il y a quand même pas mal d'historique là-dessus. Il y a énormément de procédés que vous voyez listés dans le chapeau en haut de cette diapositive. Alors nous, ce qu'on a fait au bénéfice des industriels de la mécanique, c'est de voir un petit peu actuellement, en 2019-2020, où on en était. Donc initialement, la fabrication additive, c'était plutôt pour faire des modèles 3D ou du prototypage rapide, éventuellement fonctionnel. Et ce n'est qu'après qu'on s'est orienté vers la production de pièces en petite série. Alors ce qu'on a vu, on voit actuellement, l'impression 3D au départ, c'était plutôt des polymères. On a vu l'offre s'élargir à la fois en polymère et puis aussi en matériaux métalliques. Donc là, c'est une tendance assez forte. On a aussi le fait que la fabrication additive n'est plus forcément isolée dans son secteur pour des applications très dédiées, mais qu'on l'associe de plus en plus avec des méthodes dites soustractives, c'est-à-dire en gros l'usinage conventionnel où on faisait du copeau. Donc il y a une offre en machine hybride qui associe ces deux familles de technologies. Ensuite, bon, la fabrication, l'impression 3D, c'était la réalisation de pièces, on va dire, par des procédés directs, c'est-à-dire que on alimente en matière, en poudre ou en fil, et puis on a la pièce finale dans la foulée, sans une succession d'étapes compliquées. Donc on appelait ça les procédés directs. Maintenant, ce qu'on voit, c'est plutôt des procédés indirects, où plus que de la fusion directe des matières comme la poudre ou le fil, on voit des étapes de frittage, c'est-à-dire on agglomère la poudre et puis ensuite on fait une étape de déliantage, c'est-à-dire qu'on enlève un liant qu'on utilise pour agglomérer les matières, les poudres utilisées et donc qui constituent la pièce finale. Donc j'y reviendrai un peu après. En termes d'application, on voit que la fabrication additive, au départ, c'était des secteurs à très forte valeur ajoutée, notamment l'aéronautique et le médical qui ont commencé, ont été les premiers adoptants, notamment aussi la bijouterie et le luxe. Mais maintenant, cette famille de technologies, donc de fabrication additive, se développe de plus en plus vers des secteurs industriels qui sont de plus grandes séries, notamment donc les secteurs de l'énergie et de l'automobile. Donc en termes pour situer un petit peu l'importance de la fabrication additive, alors les détracteurs diront oui, en fabrication additive, si on la compare avec la fabrication dite soustractive, c'est-à-dire que l'usinage par élevement de copeaux, on va s'apercevoir qu'en valeur, dans la production mondiale, on a 98% de production, fabrication soustractive contre seulement 2% en additif. Donc il faut bien avoir ça en tête, c'est quand même une technologie relativement nouvelle et qui n'a pas la proportion de ce qui existait précédemment. Donc les chiffres qu'on a notés récemment
sur le marché mondial de la fabrication additive, c'est de l'ordre de 10 milliards de dollars pour ce qui fait l'ensemble du secteur, c'est-à-dire que la fabrication, la vente des machines, la production des pièces, et puis tout le service associé, les logiciels, les sociétés de services qui mettent leurs moyens à disposition des clients. Donc tout ça, ça fait donc une dizaine de milliards de dollars annuels, avec une très forte augmentation, puisque c'est de l'ordre de 30% d'augmentation annuelle. Si on s'intéresse à la finalité de la fabrication additive, c'est-à-dire les pièces finales réalisées, alors tous matériaux confondus, que ce soit les polymères, donc les matières plastiques et les métaux, en 2018, on avait pratiquement 1,2 milliard de valeur de marché, et également donc une trentaine de pourcents de croissance, qui est très important. Alors, si on regarde un peu plus près le marché mondial de la fabrication additive, si on regarde les applications finales, on voit que les différents secteurs qui sont utilisateurs de la fabrication additive sont extrêmement variés, des proportions également variées. En matière, on voit que les photopolymères qui étaient la matière historique pour faire des pièces en fabrication additive sont une part importante, et que les pièces, les autres familles de matériaux ont pris un développement important. En termes d'équilibre entre les polymères et les métaux, nous, au CETIM, on s'intéresse beaucoup au métal, et on a vu que la croissance en termes de fabrication additive métal était très, très fortement croissante, comme vous le voyez sur le graphe à droite. Et donc là, il y a des perspectives de développement dans ce domaine. Alors, les applications de la fabrication additive, elles sont très variées. Donc, on a parlé de prototypage, qui était un peu l'historique de cette technologie. Un deuxième point qui est assez intéressant, c'est la fabrication d'outils industriels. C'est-à-dire que, par exemple, pour faire en plasturgie, par exemple, quand on fait un moule, ou en fonderie, quand on fait également un moule ou une matrice, ça demande des moyens assez importants, c'est coûteux, et ça prend surtout un temps de développement assez long. Donc, en termes d'outillage industriel, il y a beaucoup de développement en termes de gabarits de montage, par exemple, ou donc de moules, pour les secteurs de la plasturgie et la fonderie. Pour des applications dédiées, plus dans le domaine de la personnalisation des produits, c'est-à-dire que là où vous faites des pièces unitaires, ça se rencontre surtout dans le domaine du médical, où là on peut faire des prothèses, on fait des implants, où on fait des ancillaires personnalisés, c'est-à-dire des outils qui servent aux intervenants hospitaliers pour mettre en place une prothèse ou faire une intervention particulière qui est vraiment dédiée à une personne bien identifiée. Donc toute cette partie personnalisation de la production trouve une solution en fabrication additive assez pertinente. Et alors, le dernier volet d'application qui se développe maintenant depuis quelques années, alors, on y va doucement, parce que pour faire on verra un peu plus loin que disons, la productivité des machines de fabrication additive est toujours très inférieure aux machines d'usinage conventionnel. Mais il y a quand même des avancées dans différents secteurs d'activité. Donc on a cité l'aéronautique tout à l'heure, l'automobile, l'énergie, et puis aussi par exemple les articles de sport, qui sont des articles de relativement grande consommation, et là où on voit aussi des montées en allongement de série. Alors je ne vais pas être trop long sur les différents procédés qui sont utilisés en fabrication additive. Il y a eu un gros travail de normalisation dans ce domaine-là dans les années passées, au niveau des normes, que ce soit ISO ou autres organismes. Enfin, au niveau international, c'est l'ISO qui prime. Donc, il y a une norme qui a été établie donc, il y a déjà maintenant quelques années, et qui est toujours réactualisée, puisque le CETIM participe au groupe de travail sur cette normalisation. Donc, on distingue en gros 7 grandes catégories de procédés de fabrication additive ou impression 3D, en partant donc des photos polymères,
de la photopolymérisation en cuve, les procédés VAT, qui sont historiquement parmi les plus anciens, la projection de matière, la projection de liant, la fusion sur lit de poudre qui englobe beaucoup de sous-procédés en fonction du type de source d'énergie qu'on va employer. On pourra employer des lasers, on pourra employer des faisceaux d'électrons, on pourra employer diverses sources d'énergie. Il y a aussi les procédés de fabrication additive basés sur l'extrusion de matière. Les dépôts sous flux d'énergie, où là, la matière est apportée, par exemple, sous forme de poudre, conjointement avec l'énergie apportée coaxialement, par exemple, par un laser ou un faisceau énergétique. Et puis, dernière catégorie, la stratification de couches, là, qui est plutôt la mise en forme de pièces par lames de matière successives assemblées, par exemple, par du soudage ultrason, comme le fait une entreprise américaine qui s'appelle Fabrisonic, qui est relativement leader dans ce type d'activité. Alors, je vais me centrer un peu plus sur la fabrication additive métallique sur laquelle le CETIM travaille depuis maintenant quelques années. Donc là, il y a différentes familles de procédés. Sur cette première diapo, je vous présente les procédés à étape unique, c'est-à-dire que la pièce est faite d'une seule, on va dire d'une seule volée dans la machine de fabrication additive. Alors soit par dépôt de poudre qui est ensuite fusionné par laser ou faisceau d'électrons, ou alors, donc, comme je le disais à l'instant, la poudre est amenée par projection conjointement avec un faisceau énergétique de type laser. Donc ça, c'est une première groupe de famille. En parallèle, on s'intéresse de plus en plus aux procédés multi-étapes, notamment au procédé Metal Binder Jetting, qui permet de faire des pièces. Alors, on alimente la machine à la fois en poudre métallique qui servira à constituer la pièce, et puis en liant qui sert à la maintenir au niveau de son étape de mise en forme. Et ensuite, cette pièce est déliantée et passée d'abord dans un four d'étuvage pour donner la cohésion à la pièce, ensuite déliantée. Et puis le problème qui se pose, c'est que ce déliantage amène une forte porosité de ces pièces, et que pour réduire cette porosité, il est nécessaire d'effectuer des traitements thermiques postérieurs. L'intérêt de ce type de procédé, c'est qu'il n'y a pas de nécessité d'avoir des supports pour chaque pièce, et que dans un volume, on va dire, de 400 sur 400 sur 400, on peut faire une multitude de pièces qui seront les unes sur les autres, et aller comme ça vers une production en relativement de type série. Alors les tendances qu'on a vues actuellement en fabrication additive au niveau des moyens qui sont disponibles, des développements que font soit les fabricants de poudre, soit les constructeurs de machines, c'est d'aller vers des pièces de plus en plus grandes. Parce que je parlais d'un volume de 400 sur 400, c'est un volume, je dirais, moyen de chambre de travail d'une machine de fabrication additive. On va vers des volumes beaucoup plus grands. Et on développe actuellement des procédés qui ne sont plus basés sur la poudre, mais basés sur un port par fil. Il y a par exemple le procédé WARM, qui est Wire Arc Additive Manufacturing, qui permet, par rapport de la matière par un fil en continu, qui est déposé de manière à faire la forme voulue, et qui est fusionné donc par une énergie arc électrique qui permet donc de s'affranchir des limites d'une enceinte qui existe dans les procédés de poudre. Et là, on peut actuellement faire des pièces qui ont plusieurs mètres dans sa plus grande dimension. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est en termes d'application de la fabrication additive, c'est la gestion des pièces de rechange. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de domaines d'activité, notamment les transports, par exemple le ferroviaire ou
ou l'aéronautique, où l'entretien d'un parc de pièces de rechange sur des durées très longues est très coûteux. Et donc là, la fabrication additive permet de fabriquer des pièces en tant que de besoin lorsqu'on a besoin de réparer un aéronef. Et ça permet d'équilibrer l'exploitation d'un avion, par exemple, en réduisant très fortement l'immobilisation qui est due à cette réparation. Autre tendance, c'est la réduction du coût par pièce. C'est-à-dire qu'au départ, donc la fabrication additive était plus dédiée à des pièces unitaires. Donc là, on cherche à augmenter la productivité des machines, c'est-à-dire que fusionner un volume de matière de manière de plus en plus rapide, et donc de réduire le coût unitaire des pièces produites. Autre tendance en termes de fonctionnalité, la fabrication additive permet d'intégrer des capteurs, par exemple, dans la pièce elle-même. Bon, on a un lien tout de suite avec un autre sujet qui est l'IoT. Et donc, comme je le disais à l'instant, le développement de procédés de fabrication indirects qui donnent donc des possibilités pour aller vers la grande série pour des pièces, pour le moment, de dimension limitée. Alors, un point important, c'est le suivi de la qualité de la fabrication, parce que la fabrication additive a longtemps été considérée comme une espèce de boîte noire. On rentrait des paramètres de données de CAO qui définissaient la pièce, on rentrait de la matière, et puis on laissait tout ça fonctionner. Mais dans la vie, au cours de la mise en forme, il y a toute une histoire à la fois métallurgique quand on est dans le métal ou thermique qui fait qu'on a besoin pour assurer la qualité de la pièce finale de contrôler les paramètres qui régissent donc cette fabrication. Donc c'est un point de travail important. La fabrication additive s'intéresse à des nouveaux matériaux. On a vu la fabrication additive s'appliquer aux élastomères, donc un matériau qui n'est pas forcément, qui n'est pas disons, solide au sens strict du terme. Autre axe dans le développement de la fabrication additive des métaux. Historiquement, il y avait des métaux qui étaient difficiles à souder, par exemple l'aluminium ou le cuivre. Donc là, en travaillant sur les technologies laser qui évitent d'avoir de la réflexion du rayon sur la matière, on arrive à souder, par exemple, les alliages cuivreux, donc pour faire des pièces en fabrication additive. Un point de convergence entre le métal et le polymère, c'est l'apport de fils polymères chargés en métal, donc qui permettent d'alimenter les machines. Et puis un point un petit peu encore plus d'avenir, c'est l'impression 4D, c'est-à-dire qu'on utilise la technologie de fabrication additive pour faire des matériaux qui seraient basés un petit peu sur le principe, vous avez sans doute entendu parler des alliages à mémoire de forme qui changent de phase et qui changent de forme justement en fonction de la température et des conditions d'environnement. Donc il y a des travaux qui s'orientent vers ce domaine-là, exploiter les propriétés de ces matériaux en fabrication additive pour faire de l'impression qu'on appelle 4D. D'accord. Alors, pour terminer, quelques zooms sur les marchés. Donc là, je vous présente rapidement quelques applications. Dans l'aéronautique, il y a eu des... Alors, pour le moment, il ne s'agit pas de pièces, disons... bon, il y a des pièces polymères, il y a des pièces métal. Les pièces ne sont pas forcément sollicitées de manière drastique. Hein. C'est plutôt des pièces qui sont des supports, disons, non sollicités. Mais là, il y a l'aéronautique a été demandeuse de beaucoup de petites pièces, pas forcément grande série, pour avoir les aménagements de cabine, par exemple, où il y a pas mal de développements qui ont été faits. Dans le domaine de l'automobile, alors là, deux exemples.
un exemple qui vient de chez Ford où on a vu a été développé avec un partenaire du domaine des polymères la fabrication d'une aide au positionnement de plaques d'identification des modèles de la gamme. C'est-à-dire que vous avez une plaque où il y a, par exemple, en relief avec le modèle qui est apposé sur la carrosserie du véhicule. Tout ça, ça fait des opérations en petite série et il s'agit de positionner donc on va dire ces étiquettes au bon endroit sur une carrosserie qui a une forme 3D complexe. Donc la fabrication additive permet de faire ces supports et donc c'est Ford qui a adapté ça sur un de ses derniers modèles. Il y a aussi chez BMW des fixations, par exemple, d'un modèle décapotable, une pièce qui a été réalisée en plasturgie, qui a été réalisée en alliage d'aluminium, donc par fabrication additive, c'est donc chez BMW, donc qui est un autre exemple d'application récente. Un autre domaine qui voit la fabrication additive se développer, c'est le domaine de l'énergie. Soit pour fabriquer des pièces pour des brûleurs, soit pour fabriquer des pièces pour des éléments de pompe. Donc il y a là aussi un réservoir de développement assez important, notamment dans le domaine de la fabrication additive métallique. Donc très rapidement pour résumer, les impacts et les bénéfices de fabrication additive, selon nous, c'est notamment sur la réduction des réalisations de pièces pour la petite série, où là où c'était relativement long, par exemple, de fabriquer des moules par les moyens traditionnels. Ça permet d'apporter une valeur ajoutée à des pièces fonctionnelles avec de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, pour faire des pièces complexes type échangeur thermique, là, ça donne des solutions très intéressantes. Ça permet aussi de faire une production décentralisée. Il n'y a plus besoin d'avoir une grosse site industriel pour produire des pièces, mais les pièces peuvent être produites localement. On voit ça notamment quand je parlais de réparation dans le domaine des transports, où on peut associer des petits sites de production près des plateformes d'entretien, soit du ferroviaire, soit de l'aéronautique. Possibilité de combiner aussi divers matériaux, comme on l'a vu entre le polymère et le métal. Les défis à relever, ça sera essentiellement l'augmentation de la productivité des process, puisqu'on a des volumes quand même limités dans la majeure partie des procédés, notamment enfin tous les procédés poudre, par exemple. Il y a aussi l'augmentation du choix de matières possibles qui pose problème. C'est-à-dire que les utilisateurs ont besoin d'être conseillés pour choisir à la fois leur matière première et aussi leur procédé. Un autre point aussi, un défi important à relever, c'est l'aspect hygiène et sécurité de la production des pièces en fabrication additive, notamment l'utilisation des poudres. Vous savez que ces poudres, bon, elles sont très fines, de l'ordre de quelques dizaines de microns. On peut facilement les respirer, les inhaler. Et là, il y a beaucoup de travaux qui sont faits pour sécuriser les process de production dans ce domaine. Donc, je n'ai pas énuméré tous les impacts et bénéfices et défis à relever, mais vous voyez qu'ils sont nombreux et il y a encore beaucoup de travail à faire, que ce soit au niveau des CETIM ou au niveau de toute la filière de la fabrication additive, c'est-à-dire les producteurs de matières premières, poudre et autres matériaux, les constructeurs de machines, les sociétés de services qui exploitent les logiciels et bien sûr les utilisateurs finaux qui ont à se les approprier. Voilà, j'en ai terminé. Si la présentation est diffusée, il y aura donc un certain nombre de références que vous pourrez consulter qui sont fruits des travaux du CETIM sur ce thème fabrication additive. Voilà, merci de votre attention. Bonjour mesdames et messieurs, je voudrais d'abord remercier les organisateurs de m'avoir invité pour cette conférence pour parler de la fabrication additive, en particulier pour la plasturgie. La
la fabrication additive est restée pendant très longtemps cantonnée au prototypage et effectivement, depuis quelques années, on voit apparaître des développements importants pour la production série de pièces. Et ceci est lié en réalité au fait que les procédés ont évolué, sont devenus plus robustes, mais aussi au fait que les matières premières sont aujourd'hui arrivées à un niveau de maturité qui est beaucoup plus élevé que par le passé. Ce qui tire quand même l'industrie à Mons, c'est le besoin d'avoir des solutions, je dirais, personnalisées de plus en plus, de répondre à des besoins de plus en plus individualisés dans un monde qui change de plus en plus rapidement. Et donc avoir cette agilité qui permet de passer très facilement de la conception numérique à la production. Alors, je vais essayer d'illustrer ça en vous montrant un peu la vision de ce que peut proposer un groupe qui est à la base de matières premières pour la fabrication additive et qui est donc le groupe Arkema. Alors, je vais vous présenter très rapidement en un slide le groupe. Donc, c'est un groupe français de chimie de spécialité qui a 20 000 employés dans le monde, un chiffre d'affaires d'à peu près 9 milliards d'euros actuellement. Il est numéro 1, numéro 3 mondial pour à peu près 90% de son portefeuille de produits. Et le chiffre d'affaires est très équilibré entre les trois régions principales du monde, l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie. Ça, c'est une volonté de la direction d'avoir un équilibre en termes de chiffre d'affaires, mais aussi pour pouvoir, je dirais, fournir également les clients localement et donc réduire aussi l'impact environnemental des produits. Alors, le groupe est représenté en région ici par le site de Cerquigny, qui est un site de production et un site de recherche. Donc, l'usine qui est située à Cerquigny, à 50 km au sud de Rouen, est un producteur de polyamide. Alors, cette usine produit un polyamide qui est le polyamide 11, qui est le premier polyamide français qui est apparu après la Seconde Guerre mondiale. Et ce polyamide, qui a été produit en 1947 pour la première fois sur ce site, a deux caractéristiques dont ces concepteurs n'imaginaient pas l'importance dans le futur, qui est d'une part que les propriétés mécaniques sont de plus haute performance que la plupart des autres polyamides. Et la seconde caractéristique, c'est que les matières premières qui sont utilisées pour fabriquer ce polymère sont issues du végétal. Donc ça a été imaginé tout juste pendant la Seconde Guerre mondiale et conçu pendant la Seconde Guerre mondiale avec une première production en 1947. Donc Arkema a fêté il y a 3 ans les 70 ans d'existence de ce plastique. Donc on produit à l'usine de Cerquigny des granulés et des poudres. C'est la plus grande usine du groupe en France. Et à côté de l'usine, il y a un centre de recherche qui a été créé en 1979, donc on a fêté les 40 ans l'année dernière, et qui est destiné à développer les plastiques techniques du groupe, en particulier les polyamides qui sont fabriqués sur le site. Et il se fait que dans ce centre de recherche ont été développées les technologies pour l'impression 3D depuis 20-25 ans déjà, en particulier à partir de poudre, technologie qui est apparue dans les années 80 aux États-Unis. Alors, les trois principales technologies d'impression 3D auxquelles répond l'offre d'Arkema, c'est, comme le signalait M. Candoret tout à l'heure, la photoréticulation de résine liquide, donc les procédés de SLA, DLP, etc. Donc, que ce soit par fabrication de pièces par pilotage de laser ou par flash,
de rayonnement UV. Donc, ce sont des résines liquides qui permettent de construire des pièces maintenant de plus en plus rapidement avec, par exemple, la technologie carbone qui a été développée aux États-Unis, qui permet de construire des pièces de très grande taille très rapidement aujourd'hui. Ces pièces-là sont caractérisées par un état de surface et une résolution qui est très intéressante. Elles peuvent être transparentes aussi. Alors, c'est des technologies thermodurcissables, bien sûr, comparées aux autres technologies qui utilisent la fusion de la matière, donc à l'aide soit d'un laser, soit d'un rayonnement également. Donc, l'extrusion de filaments de thermoplastique, donc ça, c'est les technologies FDM, FFF, et la fusion sur lit de poudre thermoplastique dont a parlé M. Candoret, donc par laser ou par flash également de rayonnement infrarouge. Alors, il y a des avantages et des inconvénients pour chaque technologie, bien sûr. L'extrusion de filaments thermoplastiques aujourd'hui a comme problème encore qui est que les propriétés mécaniques suivant l'axe de progression de la construction, donc l'axe Z, sont encore inférieures, nettement inférieures à ce qu'on peut avoir dans le sens X ou Y, ce qui n'est pas le cas de la fusion sur lit de poudre, parce que dans ce type de technologie, finalement, la gestion de la solidification et de la cristallisation du polymère a été prise en compte dès le départ dans le procédé. Donc on peut dire que la maturité, je dirais aujourd'hui, technologique pour la fusion sur lit de poudre est supérieure à la maturité technologique de l'extrusion de filaments thermoplastiques. Alors, tout juste pour rappeler le marché mondial de la fabrication additive, à peu près 9 milliards d'euros pour les matériaux, systèmes et services, 15% pour les matériaux. Et il s'adresse aujourd'hui à des secteurs d'activité qui sont très variés et pour lesquels un groupe comme un groupe de chimie doit pouvoir aussi fournir, je dirais, des matières qui sont respectueuses de la réglementation appliquée dans chacun de ces secteurs. Donc ça, c'est notre responsabilité, c'est un point important, bien sûr, ces réglementations étant très différentes d'une région à l'autre et d'un secteur à l'autre. Alors tout juste pour voir un peu les proportions en type de matériaux qui sont utilisés aujourd'hui, c'est plutôt aujourd'hui les résines liquides qui sont utilisées pour 33%. Ensuite viennent les poudres polymères pour 27%, le dépôt de filaments 21%, et puis ensuite on a les métaux 17% et autres 2%. Ce classement, évidemment, peut être différent d'une région à l'autre également, et les croissances dans ces domaines sont différentes d'une région à l'autre également. Alors, il y a une chose, donc le développement et la croissance, est, comme le disait M. Candoret, est supérieure à 30% aujourd'hui par an. Et on constate que déjà un tiers des utilisateurs aujourd'hui fabriquent des pièces fonctionnelles, donc pour un usage pratique au niveau des équipements. Alors, en production série par impression 3D, on peut dire qu'il y a donc des promesses de l'impression 3D, développement bien sûr plus rapide, puisqu'on n'a pas le moule à fabriquer pour l'injection, on peut aller plus directement de la conception à la fabrication. On a une liberté aussi de conception, personnalisation, ça aujourd'hui ça intéresse beaucoup de monde dans l'industrie aval. La réduction de poids, parce que les pièces fabriquées en petite série peuvent remplacer des pièces métalliques, par exemple, lorsque les propriétés correspondent au cahier des charges. Réduction des stocks, on utilise moins de matière, on peut réduire le stock de pièces de rechange, on peut les fabriquer au fur et à mesure. Réduction des déchets également.
Et puis moins d'assemblage, donc réduction des coûts, puisqu'on peut refaire la conception d'un assemblage de pièces pour réaliser en une fois un assemblage de pièces. Alors les défis technologiques de l'impression 3D restent quand même aujourd'hui la vitesse d'impression, même si elle évolue très vite. Il y a des nouveaux fabricants de machines qui sont arrivés sur le marché, qui ont permis de multiplier de façon importante la vitesse d'impression. Il reste un problème de disponibilité de matériaux, ça on le sait très bien et on travaille dessus bien sûr pour élargir la gamme de matériaux disponibles. Il reste un sujet concernant le post-traitement, donc l'état de surface par exemple. Là il y a pas mal de R&D qui est faite là-dessus. Nous on le fait également en partenariat. La réduction des coûts va se faire automatiquement, donc par développement et le changement d'échelle dans la fabrication. Et il reste un problème aussi de fiabilité, parce que même s'il y a beaucoup de progrès qui ont été faits, on n'en est pas aujourd'hui au niveau de, par exemple, du taux de défaut qu'on peut demander pour des pièces injectées dans l'automobile. Mais ça évolue également très très vite. Il y a pas mal de R&D qui est faite là-dessus. Alors, lorsqu'on aborde l'impression 3D et la fabrication en série, il faut, je crois que le point de départ, c'est toujours de reprendre le cahier des charges de la pièce qu'il faut construire et de ne pas réfléchir à est-ce que pour l'injection, j'ai l'équivalent en matière première pour l'impression 3D. Parce que là, on risque d'être déçu. C'est un autre procédé, donc il y a d'autres propriétés, effectivement, après impression 3D. Alors, pour les solutions matières qui sont proposées par Arkema, pour ces trois domaines de technologie, sont les résines liquides pour UV curing, donc Next 3 XT dimension, les résines photoréticulables. Là-dedans, il y a deux types d'offres. Une offre sur des matières qui sont déjà formulées pour avoir, par exemple, satisfaire des cahiers des charges avec des résistances à l'impact supérieures ou des résistances en température supérieure, mais qui peuvent ensuite encore être complétées par des formulateurs pour d'autres caractéristiques. Et puis, un ensemble de molécules, 400-500 molécules, qui peuvent être utilisées, une espèce de boîte à outils avec lesquels on peut travailler pour arriver à des cahiers des charges, satisfaire des cahiers des charges particuliers, avoir des propriétés particulières. Pour les thermoplastiques pour extrusion de filaments, nous avons une gamme maintenant de produits qui vont de l'Altuglass, donc PMMA, acrylique, c'est des produits amorphes. Le Pebax, qui est un polyamide souple, qui est beaucoup utilisé aujourd'hui dans le sport. Le PVDF, un produit fluoré, et le Kepstan, qui est du PEC, donc de la famille des PAEK, à très haute résistance thermique, mécanique, etc., résistance au feu, plutôt intéressant pour l'aéronautique. Dans le domaine des poudres, on a le Kepstan également, version poudre. On a le Rilsan polyamide 11 qui est issu du végétal, qui a des polyamides avec des propriétés haute performance. Et le polyamide 12 Orgasol, qui est un peu l'équivalent du polyamide 11, avec des propriétés quand même en retrait par rapport au polyamide 11. Et ça, on le voit par exemple ici, un exemple de propriété de résistance au choc comparé entre le polyamide 12 et le polyamide 11. Et vous voyez, quand on descend la température, eh bien, on continue à avoir une très très bonne résistance au choc pour le polyamide 11. C'est la raison pour laquelle il y a pas mal d'applications à froid, par exemple, où l'on utilise plutôt ce polyamide. L'avantage en plus, c'est qu'il est issu du végétal aujourd'hui, qui est quand même une caractéristique qui intéresse pas mal de monde. Alors, en termes d'organisation mondiale, nous avons une organisation qui permet d'appuyer les développements dans les différents secteurs sur la planète. Donc, aux États-Unis, 2 centres d'excellence pour développer les résines photoréticulables et
les résines, les polymères pour extrusion de filaments. Et en France, ici en Normandie, le CERDATO, qui est le centre de recherche à Cerquigny, qui est le centre d'excellence pour la fusion sur lit de poudre. En Chine, on a simplement des fabrications de polymères et pas de R&D aujourd'hui sur ces aspects-là. Nous travaillons bien sûr beaucoup avec les fabricants de machines parce que les procédés évoluent et donc les matières doivent évoluer également. Donc il faut à chaque fois adapter les matières aux procédés. Donc ça, c'est les principaux partenariats qu'on a aujourd'hui avec des fabricants de technologies d'impression 3D. Et un dernier point, c'est que récemment, donc le 15 novembre, nous avons inauguré ce centre mondial sur l'impression 3D par poudre à Cerquigny, en présence du président directeur général d'Arkema et du président de région. Et au cours de cette inauguration, nous avons conclu donc aussi un engagement et un accord avec la région Normandie pour ouvrir le centre aux industriels normands qui auraient envie d'aller plus loin dans la compréhension de ces technologies ou qui ont des petits projets industriels qu'ils voudraient traiter pour travailler cela ensemble. Donc, ce centre va avoir comme mission non seulement de continuer à développer les matières premières pour l'impression 3D par poudre, d'explorer des nouvelles possibilités offertes par l'impression 3D, mais aussi donc de travailler avec des industriels en région, en partenariat avec l'association Normandie Aéroespace qui a été mandatée pour ça, qui est l'intermédiaire entre les industriels et Arkema. Et donc Arkema participera à un écosystème d'industriels et d'organismes de formation aussi en région pour essayer d'aider les industriels je dirais, à participer à cette révolution industrielle qui est en cours et profiter de l'expérience à la fois de l'expertise en formation et industrielle en région. Voilà, donc il y aura des réalisations d'études de faisabilité en fabrication additive qui seront prévues, des démonstrations également au centre qui seront prévues dans le courant de l'année 2020. Bonjour, Pierre Cros, Société Areco. Je vais essayer de faire un petit peu plus vite que prévu pour rattraper le temps. Je suis un utilisateur des poudres Arkema sur la machine HP Multijet Fusion. Alors Pierre Cros, je suis le responsable du laboratoire d'essai et de la fabrication additive parce que je fais partie d'une petite société. On est 150 en France, 400 en Europe. On a des grosses filiales en Allemagne, en Pologne, en Irlande et en Russie, parce qu'on fait des produits de ventilation qui vont équiper, nos produits vont équiper presque la moitié des logements en France, pas sous notre marque, sous la marque Aldes, qui est une société de ventilation sur Lyon. Et on fait principalement des entrées d'air et des bouches d'extraction. Les entrées d'air servent à faire rentrer l'air dans les pièces de vie, qui vont être le séjour, les chambres. Et les bouches d'extraction vont se trouver cuisine, salle de bain, WC. Le principe de notre ventilation hygroréglable, c'est qu'on va ventiler en fonction du besoin, pièce par pièce, ce qui fait que là, vous n'êtes plus chez vous, donc la ventilation va se baisser et on va faire des économies d'énergie, on ne va pas ramener de l'air frais de l'extérieur. Et en fonction du besoin de l'occupation pièce par pièce, sans utilisation de capteurs électroniques, tout ça avec des faisceaux de polyamide 666 dont la dimension va varier en fonction de l'humidité relative. On va pouvoir s'en servir comme capteur et comme actionneur dans nos produits. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va fabriquer en grande partie des entrées d'air, des bouches d'extraction et puis quelques accessoires, les hauts-vents qui vont sur les fenêtres. On fait à peu près 3 millions de produits par an. Donc vous imaginez bien qu'on ne va pas les faire aujourd'hui en fabrication additive. Mais par contre, on va faire d'autres choses. Beaucoup de prototypes. Alors, avant, ça fait déjà 20 ans qu'on faisait des prototypes en impression 3D avec d'autres technos, comme beaucoup de SLS, principalement pour pouvoir avoir les caractéristiques mécaniques qu'on avait besoin.
Aujourd'hui, on s'est équipé d'une machine HP Multijet Fusion, donc on fait chez nous. La différence, c'est qu'on a augmenté le nombre d'itérations au niveau des prototypes, mais de manière plus que x10, le fait d'avoir la machine chez nous. Je vais vous présenter une petite vidéo rapide de l'application en prototypage. En premier lieu, nous avons acquis l'imprimante HP pour le prototypage. Cela nous permet de tester plus de solutions en réalisant plus de pièces, tout ça pour un délai inférieur et un coût réduit. Au bureau d'études, l'imprimante 3D est omniprésente. Aujourd'hui, nous utilisons de plus en plus l'imprimante 3D. Cela nous permet de concevoir plusieurs prototypes. Par exemple, sur un ventilateur hybride, nous avons conçu avec l'imprimante 3D HP cet accessoire. Cela nous permet de maximiser la performance de nos produits. Le fait d'avoir l'imprimante 3D nous permet vraiment d'étudier plusieurs solutions et de concevoir plusieurs prototypes en 3D avec un coût qui est très réduit. Donc, l'utilisation de prototypes coupe presque la moitié de nos besoins en impression 3D. L'autre moitié, presque l'autre moitié encore, ça va être tout ce qui est outils spéciaux pour nos postes d'assemblage. On réalise tous nos postes d'assemblage. Tous les postes de grande série étaient plutôt bien équipés déjà avec des pièces principalement usinées. Les nouvelles machines seront équipées de pièces en impression 3D, mais aujourd'hui, on a plutôt focalisé sur les lignes de petite et moyenne série qui, elles, étaient sous-équipées. On a fait beaucoup d'équipements qui visent à augmenter principalement la qualité des posages, des choses qu'on n'avait pas, des outillages aussi pour réduire les TMS. Beaucoup d'outils pour simplifier nos bancs de test et les rendre plus universels. Là aussi, j'ai une petite vidéo et je vous présenterai les deux cas après. Chez Aereco, nous concevons nos propres machines afin d'assembler et de régler nos produits. Nous avons choisi d'utiliser l'impression 3D afin de gagner en coût, en rapidité et en flexibilité. Nous avons choisi de dupliquer un poste existant en intégrant un maximum de pièces en impression 3D. Nous avons ainsi pu valider que la machine était moins chère, plus rapide à réaliser et plus adaptée en ergonomie. Dans une autre situation, nous avons utilisé l'impression 3D afin de réduire les étapes de fabrication. Ici, on est sur un poste qui permet d'assembler les cases, qui permettent de régler le débit des bouches d'extraction. Donc ici, on a l'ancienne version qui est toute usinée et juste à côté, la nouvelle version en impression 3D à laquelle on a ajouté de nouvelles fonctions. Les nouvelles fonctions sont la mise en place du cavalier en automatique avec le réglage du volet et l'insertion du bouchon. Et ainsi, avec la machine en impression 3D, on a beaucoup moins d'opérations manuelles. Le résultat est un gain d'ergonomie, de coût et de capacité de production. Alors, je vais reprendre rapidement les deux exemples. Par exemple, sur ce poste-là, on a dû le dupliquer parce qu'on avait une augmentation de production. Donc, on a choisi impression 3D, c'était un des premiers tests. Ils ont rajouté quelques fonctionnalités au niveau de l'ergonomie, comme le positionnement des boutons de démarrage, les bacs intégrés dans le poste de travail. Et puis également, il y a plein de pièces qu'on a pu fusionner, qu'on a pu faire une intégration plus personnalisée. On avait des choses en approvisionnement, comme le mandrin pour tenir l'embout de vissage. On avait une pièce usinée avec des portées, etc. Tout ça, on avait pour plus de 400 € de pièces qui ont été remplacées par 2 pièces imprimées en 3D qui coûtent une vingtaine d'euros. Donc, tout ça parce qu'on a pu faire quelque chose exactement sur mesure de manière très simple. Et puis, de manière générale, on a quand même moins d'éléments mécaniques. Pas encore sur cet exemple-là, mais on aurait pu fusionner beaucoup de choses, beaucoup de pièces. On ne l'a pas fait pour pouvoir valider progressivement les étapes. On a aussi moins de problèmes de maintenance. Une pièce cassée, on la réimprime directement. Et puis, il n'y a pas besoin de faire de mise en plan. Toutes ces étapes-là de développement sont retirées. Donc, ça fait gagner du temps sur le développement. Sur l'autre exemple, c'est pareil. On a moins de temps de conception, pas de mise en plan, et aussi une pièce qui va être beaucoup moins chère, presque 10 fois moins chère, en impression 3D. Dans ce cas-là, on a aussi divisé par 6 le prix de la machine. Mais surtout, là, on a réduit une opération de fabrication parce que le posage est plus complexe. Et donc, on a pu rajouter dans le posage des petites choses qui nous permettent de réduire une étape de fabrication. Et ça, en production, ça compte énormément.
Maintenant, je vais vous présenter une dernière petite vidéo sur les petites séries. Parfois, nous avons des demandes de petites séries de 300 pièces où sur un assemblage, on n'a qu'une seule pièce à modifier. Le problème, c'est que la modification d'une pièce en moulage plastique pour des petites séries coûte trop cher. Donc, on est parti sur de l'impression 3D. Pour valider les impressions 3D, on a réalisé un test de vieillissement qui a duré 80 ans. Le produit a une durée de vie d'environ 20 ans, donc ce qui suffit largement pour notre validation. Dans le cas de seulement 50 pièces par an, l'impression 3D est indispensable. Voici des pièces fabriquées en petite série. Elles seront clippées sur une porte et visibles. Ces pièces ont été fabriquées en grappe pour réduire les coûts de post-traitement. Pour des pièces fabriquées en petite série et amenées à évoluer, Aereco a décidé maintenant de les fabriquer en impression 3D. Alors, je vais vous exposer très rapidement quelques cas qu'on a vus là. Ces étiquettes sont plaquées sur une centrale de double flux. Et donc, on les a créés pour des problèmes à l'origine de qualité, puis le marketing en a profité pour faire quelque chose d'un petit peu plus moderne. Alors, on les fait en grappe, comme vous le voyez, comme dans le temps, quand on était petit, on cassait les petits trucs en plastique pour faire des maquettes. Là, c'est un petit peu pareil, on a profité pour faire des points d'injection, entre guillemets, derrière, des points de contact derrière, et puis on n'en a qu'une partie. Et ce système-là va nous permettre, comme on n'a qu'une sableuse manuelle, de sabler beaucoup plus rapidement les pièces, même qu'en automatique. On a prévu débuter et pas que des points d'attache pour réduire aussi les TMS, des crochets pour pouvoir en mettre plusieurs pour la teinture. Il y a une opération de teinture pour qu'elle soit bien noire. Et puis, on a aussi ce côté grappe qui nous permet d'avoir un kit en fabrication. On sait qu'il y a un ensemble complet, il n'y a pas à chercher les pièces, tout est appairé. Donc, pas mal d'avantages. Là, on n'a que 200 pièces par an. Donc on aurait eu pour 15 000 € de moule et là chaque pièce coûte 15 €, mais le final est pas mal. Une petite pièce aussi, vous avez eu les bouches d'extraction dans la vidéo. Les bouches d'extraction vont avoir une vingtaine de pièces à l'intérieur, mais il y en a une qui va déterminer le débit minimum et maximum de la bouche. Et si on change juste cette pièce-là, on peut changer les caractéristiques de la bouche. Donc là, par exemple, on avait un marché particulier et on avait un coût de modif de moule de 4 000 €. Et on a quand même des pièces qui coûtent 3 € à imprimer, mais que pour 100, il y a une autre version, on en a 300 par an. Malgré tout, c'est plus intéressant de le faire en impression 3D. Là, vous avez le même principe de grappe qui va nous permettre d'avoir les bonnes quantités. C'est plus rapide de compter les pièces. Et puis pour le sablage qu'on fait manuellement. Un dernier exemple, sur cette pièce-là, on parle souvent en fabrication additive de fusionner les assemblages qui permet de gagner sur les coûts de pièces. Alors là, nous, on a dû faire le contraire pour gagner sur le coût de pièces. On a dû désassembler. Pourquoi ? Pour optimiser le volume de fabrication. On avait une pièce qui était complètement fermée, qui était à l'origine une pièce en tôlerie, qu'on a dû faire en impression 3D. Sauf qu'elle s'emboîtait pas bien, donc on mettait que 28 pièces. On a réussi à en mettre au moins 2 fois plus dans la nouvelle version, avec des côtés à rajouter et puis une petite opération. Mais malgré cette opération, on est passé de 50 € la pièce à 25 €. Ça nous laisse beaucoup de marge, parce qu'en impression 3D en poudre, grosso, on prend le volume, le nombre de pièces qu'on met dedans et on divise. Donc plus on met de pièces, plus on va optimiser notre coût. Et donc voilà, j'ai terminé. Juste un petit mot pour dire que je suis site de référence pour l'impression 3D HP. Donc si vous voulez, vous pouvez faire des visites de notre site avec toutes les applications. Et il suffit de me contacter. Donc Pierre Cross avec un seul S. Chez Aereco, vous me trouverez sur LinkedIn ou n'importe où sur Internet. Voilà, merci.